Marie était en train de ranger les ouvrages de la bibliothèque quand l'ampoule clignota. 1, 2, 3 fois. Ce n'était pas une défaillance électrique, son instinct le lui disait, c'était un signal. La grande maison des Tilleuls, une majestueuse demeure érigée en 1920 au cœur de la Provence, constituait l'orgueil de la famille Dubois. Sa bibliothèque, avec son plafond en stuc délicatement ciselé et ses rayonnages en palissandre, en était la pièce maîtresse. Marie y œuvrait depuis 17 ans. Elle en connaissait le moindre recoin, le moindre craquement du plancher, le moindre secret que ses murs séculaires abritaient. Et ce jour-là, elle en découvrait un nouveau. L'ampoule vacilla de nouveau, 3 éclats brefs, suivis de 2 plus longs. La même séquence que la veille et l'avant-veille. Quelqu'un actionnait l'interrupteur de la chambre secrète, celle qui se cachait derrière la bibliothèque pivotante. Quelqu'un, dans un appel muet, implorait de l'aide. Marie posa son plumeau et s'avança vers la 3e bibliothèque sur sa gauche. C'était la plus ancienne, ornée de sculptures faites main représentant un entrelac de feuillages et d'oiseaux. Son doigt, marqué par les années, trouva la sculpture qu'elle cherchait, un colibri à l'aile déployée. Elle exerça une pression. Le mécanisme protesta dans un grincement rauque de métal ancien. Le panneau d'étagère se mit à pivoter doucement sur des gonds dissimulés, dévoilant une pénombre inquiétante. Derrière se dressait une porte, non pas en bois comme l'architecture le laissait supposer, mais en fer massif. Un cadenas moderne, d'une nouveauté et d'un éclat incongru, la condamnait. Cet ajout était récent, datant de quelques semaines tout au plus. Marie plaqua son oreille contre le métal glacial. Y a-t-il quelqu'un? Chuchota T.L., sa voix à peine audible. Un silence oppressant lui répondit. Puis, un son ténu, presque inaudible. Le bruit d'ongles grattant une surface en bois. Des coups sourds contre le plancher. 3 impacts rapides, 2 plus lents. Le cœur de Marie s'emballa, cognant furieusement contre ses côtes. Qui est là? D'autres coups résonnèrent. Plus frénétiques cette fois, désordonnés, empreints de panique. Et enfin, si faiblement qu'elle crut l'avoir imaginé, une voix. Une voix d'enfant. Au secours. Marie fit un pas en arrière, heurtant une étagère. Des livres chutèrent lourdement sur le sol. Son regard allait et venait, de la porte métallique au couloir désert, puis de nouveau à la porte. Dans cette pièce cachée, derrière un cadenas dont elle ignorait la combinaison, un enfant était prisonnier. Et elle avait la terrible certitude de connaître son identité. Valérie revint de sa séance au salon de beauté de Saint-Rémy de Provence, l'air détaché et une aura de satisfaction froide. L'après-midi entier avait été consacré à son bien-être, à feuilleter un magazine People tout en dégustant un jus de fruits frais. Sa vie d'épouse d'un riche industriel se résumait à cela, un monde d'apparence, de soirées mondaines, d'heures passées à la salle de sport, et un ennui vertigineux. Elle balança son sac de créateur sur un fauteuil du grand salon et lança d'une voix forte, « Marie. Apportez-moi mon jus. » Pas de réponse. Valérie fronça les sourcils. La gouvernante était d'une ponctualité infaillible. 17 années de service l'avaient transformée en un élément du décor, fiable et discret. Invisible. Parfaite. Marie. Elle traversa la cuisine déserte. La buanderie l'était également. Le linge, suspendu, ondulait sous l'effet de la brise légère qui parcourait la campagne. C'est à ce moment qu'elle perçut un son. Venant de la bibliothèque. Valérie gravit l'escalier de marbre, son téléphone en main, prête à formuler un reproche. Mais arrivée devant la porte, elle s'immobilisa. Marie était agenouillée, le visage presque contre la bibliothèque pivotante, les mains posées à plat sur le sol, dans une posture qui tenait à la fois de la prière et de l'écoute la plus intense. Que fabriquez-vous? Marie se redressa avec une telle précipitation qu'elle manqua de perdre l'équilibre. Ses yeux étaient injectés de sang. Madame Valérie. Je ramassais un livre qui était tombé derrière le meuble. Valérie pénétra dans la pièce. Son regard acéré examina le visage de Marie, puis l'étagère, avant de se fixer de nouveau sur la vieille femme. C'est curieux. Vous semblez très agitée. Absolument pas, madame. J'en suis certaine. Vous transpirez. Marie passa le revers de sa main sur son front. C'est la chaleur accablante de cet été. Valérie la dévisagea en silence. 1, 2,
3 secondes. Un sourire glacial se dessina sur ses lèvres. Savez-vous à quoi je pense, Marie? Je pense que vous vous faites vieille. 17 ans, c'est une éternité. Des vacances vous feraient le plus grand bien. Je n'ai nul besoin de vacances, madame. J'en suis convaincu. D'ailleurs, c'est une décision. Valérie croisa les bras sur sa poitrine. À compter de demain, vous êtes en congé pour 2 semaines. Mais, madame, je n'ai rien préparé. Il n'y a rien à discuter. Je trouverai une remplaçante. Allez vous reposer chez votre sœur, dans son village près d'Orléans, et revenez-nous fraîche et dispose. Marie ouvrit la bouche pour protester, mais la referma aussitôt. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Très bien, madame. C'est parfait. Valérie fit demi-tour, puis s'arrêta sur le pas de la porte. Sans la regarder, elle lança, au fait, Marie. N'entrez plus dans la bibliothèque aujourd'hui. Je la ferme à clé. Avec tous ces ouvrages de valeur, la prudence est de mise. Puis elle disparut. Marie resta figée au centre de la pièce, le cœur battant à se rompre. Elle contempla l'étagère pivotante, le colibri sculpté qui en dissimulait le secret. Valérie savait. Elle avait toujours su. Et il restait à Marie moins de 24 heures pour libérer la personne qui se trouvait derrière ce mur. La nuit fut blanche pour Marie. Allongée dans sa modeste chambre du rez-de-chaussée, les yeux rivés sur les craquelures du plafond, elle guettait les bruits de la demeure. L'horloge du salon égrenait les heures, minuit, 1 heure, 2 heures. Elle se leva, chaussa ses pantoufles et se glissa dans le couloir de service. La maison était plongée dans le silence. Le docteur Stéphane, le maître des lieux, était à Lyon pour affaires depuis 3 jours. Valérie, dans la suite parentale, devait dormir paisiblement, un masque de soie sur les yeux. Marie monta l'escalier, prenant soin d'éviter la marche qui trahissait les passages nocturnes. La porte de la bibliothèque était close, mais non verrouillée. Valérie avait menti. Marie la poussa avec une infinie précaution. Le clair de lune inondait la pièce, dessinant de longues ombres fantomatiques entre les bibliothèques. Elle se dirigea vers la 3e, actionna le mécanisme du colibri. Le passage s'ouvrit. La porte de fer se dressait devant elle, son cadenas rutilant sous les rayons de la lune. Marie s'agenouilla, ses lèvres frôlant la fente entre la porte et son chambranle. Allô? Silence. S'il vous plaît, si vous m'entendez, frappez. Rien. La panique commença à l'étreindre. Au nom du ciel, donnez-moi un signe. C'est alors qu'un son lui parvint, à peine perceptible. 3 coups, une pause, puis de nouveau 3 coups. Qui êtes-vous? La voix qui lui répondit n'était qu'un souffle fragile, rauque, chargé de désespoir. Léo. Marie ferma les paupières. Elle le savait. Au plus profond d'elle-même, elle l'avait toujours su. Léo Dubois, le fils du docteur Stéphane et de sa première épouse, emporté par un cancer 2 ans auparavant. Un garçon de 8 ans, réservé et doux, avec ses lunettes rondes, qui passait des heures à lire des bandes dessinées dans cette bibliothèque. Léo, que Valérie affirmait avoir placé en internat dans le Luberon. Léo, dont personne n'avait eu de nouvelles depuis 1 mois. Léo, je vais te faire sortir de là, c'est une promesse. Tati Marie, sa voix se cassa. J'ai tellement soif. Reste courageux. Je vais te chercher à boire. Non, ne partez pas. Elle va le découvrir. Qui? Valérie. Elle m'a dit que si je criais, elle m'abandonnerait ici pour toujours. Que personne ne croit jamais les enfants. Que papa ne voulait plus de moi. Une douleur aiguë transperça la poitrine de Marie. C'est faux. Ton père t'adore. Mais alors, pourquoi ne vient-il pas? Marie n'eut rien à répondre. C'était la question qui la hantait elle aussi. Comment un père pouvait-il être à ce point aveugle à la disparition de son propre fils? Léo, écoute. Je vais te libérer, mais je dois être prudente, sinon Valérie m'arrêtera. Tiendras-tu encore une journée? Un long silence. Léo? Je vais essayer. C'est bien, mon garçon. Demain, je reviendrai avec du secours. C'est promis.
Marie referma le passage secret, quitta la bibliothèque et redescendit. Ses jambes étaient flageolantes, son cœur arythmique. Il lui restait 24 heures. 24 heures pour anéantir Valérie, pour sauver Léo, avant que ses vacances forcées ne lui interdisent l'accès à la maison. De retour dans sa chambre, Marie saisit son vieux téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. Une voix ensommeillée et agacée décrocha à la 3e sonnerie. Allô? Docteur Stéphane, la voix de Marie était d'une fermeté qu'elle ne se connaissait pas. Je dois impérativement vous parler. Il s'agit de votre fils. Marie, savez-vous l'heure qu'il est? Est-ce que ça ne peut pas attendre? Non. Léo est en vie. Valérie l'a séquestré ici, dans la maison. Un silence de mort s'installa. Puis un seul mot, abasourdi, où? Le téléphone tomba des mains de Marie et son écran se brisa sur le sol. Elle le fixa, hébétée, le cœur affolé, les mains parcourues de tremblements. Le docteur Stéphane avait raccroché après une dernière phrase, « Je suis là dans 5 heures. N'intervenez pas d'ici mon arrivée. » 5 heures. Il était 3h40 du matin. Le jour se lèverait dans 2 heures, Valérie dans 4, et dans 5 heures, Léo serait peut-être libre. Si elle parvenait à éloigner Valérie de la bibliothèque, si cette dernière ne découvrait rien, si Léo pouvait encore patienter. Trop d'incertitudes pour une seule nuit. Marie se recoucha sans trouver le sommeil, épiant les bruits de la nuit. Le ululement d'une chouette, le passage d'une voiture sur la rue des Tilleuls, le murmure du vent dans les arbres. Puis, des pas à l'étage. Des pas dans le couloir, se dirigeant vers la bibliothèque. Marie se redressa d'un bond, le sang glacé. Il était 4 heures. Valérie ne se levait jamais avant 10 heures. Jamais. Sauf si. Marie se leva, enfila ses chaussons et monta l'escalier de service. La porte de la bibliothèque était entr'ouverte, laissant filtrer un rail de lumière. Elle entendit 2 voix, Valérie et un homme. Elle s'approcha, l'oreille collée au bois. Il s'affaiblit, disait une voix d'homme, grave et lente. Il ne tiendra pas un jour de plus. Il tiendra, rétorqua Valérie, glaciale. Contente-toi de lui donner de l'eau. Rien d'autre. Mais le gosse. Ce n'est pas un gosse, c'est un obstacle. Et les obstacles, on ne les nourrit pas, on les élimine. Marie étouffa un haut le cœur. Et la vieille? Demanda l'homme. La gouvernante. Elle flaire quelque chose. Je sais. C'est pourquoi tu vas te cacher dans la chambre d'amis. Si elle bouge une oreille, tu la neutralises. Comment ça, la neutraliser? Fais ce qu'il faut, Nicolas. Tu as une dette envers moi, ne l'oublie pas. J'ai payé ta caution quand tout le monde t'avait laissé tomber. L'heure est venue de me rembourser. Un silence. Entendu. Mais après ça, c'est fini entre nous. Fini. Marie recula, le cœur prêt à exploser. Elle dévala l'escalier et se barricada dans sa chambre. Valérie avait un complice. Un malfrat. Et il était là, dans la maison. Son téléphone était hors d'usage. Elle était seule. Désespérément seule. Le jour se leva à 6h15. Marie n'avait pas fermé l'œil. Assise sur son lit, elle écouta la maison s'éveiller. Puis elle entendit les pas de Valérie qui descendaient à la cuisine. Marie sortit de sa chambre. Valérie était à table, un café à la main. « Bonjour, Marie. Avez-vous bien dormi? » « Oui, madame. »« Tant mieux, » dit Valérie avec un sourire. « La journée sera longue. Préparez la chambre d'amis, un ami vient s'installer pour quelques jours. » Marie joua la surprise. « Un ami? » Nicolas. Un lointain cousin. Il a quelques soucis, je l'héberge. Cela ne pose pas de problème, j'espère? Non, bien sûr, madame. Excellent. Valérie se leva. Je vais au salon à Saint-Rémy-de-Provence, je ne serai de retour qu'en fin de journée. J'irai tout en mon absence. Elle marqua une pause sur le seuil. Et, Marie. N'allez pas dans la bibliothèque. La porte est fermée, et elle le restera. C'est bien clair? Très clair.
Une fois la voiture de Valérie partie, Marie monta à l'étage. La porte de la chambre d'amis était close. Un silence de mort régnait derrière. Pour atteindre les hauts, il fallait neutraliser Nicolas. Marie redescendit, prit dans l'armoire à pharmacie les puissants somnifères de Valérie. Elle en écrasa 4 et les dilua dans un grand verre de jus d'orange. Elle remonta et frappa à la porte de la chambre. « C'est qui » demanda la voix grave. « C'est Marie, la gouvernante. Je vous apporte le petit déjeuner. Laissez devant la porte. Madame Valérie a insisté pour que je vous serve personnellement. Elle a dit que vous étiez un invité de marque. » Un silence, puis des pas. La porte s'entr'ouvrit sur un colosse tatoué, le visage balafré. « De marque ?» Il ricana. « C'est ce qu'elle a dit ?» Il prit le plateau. « Merci, la vieille. » Il referma la porte. Marie attendit, le cœur battant. Elle l'entendit boire. 15 minutes plus tard, un bruit sourd. 5 minutes de plus, et elle entra. Nicolas ronflait, affalé sur le lit. Marie courut à la bibliothèque, ouvrit le passage. « Léo » appela-t-elle doucement. « Léo, c'est moi. » Un gémissement à peine audible lui répondit. « Tati Marie. » Sa voix était un râle. « Tiens bon, mon ange. Ton père arrive. »« Quand ?»« Bientôt. »« Très bientôt. »« Sois courageux encore un peu. »« Je ne peux plus. » Les larmes inondèrent le visage de Marie. « Si, tu le peux. Tu es un garçon fort. Courageux, comme ta mère. Maman est morte. Je sais. Mais elle veille sur toi. Et moi aussi, je te protégerai. Toujours. » Un sanglot étouffé lui parvint. « Tati Marie. Mes jambes. Je ne les sens plus. » Le cœur de Marie se glaça. « Comment ça ? Elles sont toutes noires. » « Non, ne dis pas ça. Tu iras bien. Ton père arrive. » Mais elle savait que le temps était compté. L'enfant était en train de mourir. Elle agrippa le cadenas, en vain. Il n'y avait aucun outil à proximité. « Léo, je vais chercher les secours. La police, une ambulance. Quoi qu'il arrive, je te sors de là aujourd'hui. » Non. Elle va revenir. Je te jure que non. Marie se précipita au salon et composa le 15. Samu, j'écoute. Elle expliqua la situation d'une voix tremblante mais précise. Un enfant séquestré. Rue des Tilleuls, 437. Dans la bibliothèque. Il se meurt. Madame, calmez-vous. Une ambulance sera là dans 10 minutes. 10 minutes. C'était une éternité. Elle allait appeler la police quand un bruit de moteur la figea. Valérie. Elle entra en trombe. « Vous avez appelé. J'ai vu l'alerte sur l'application du portail automatique. » Oui, j'ai appelé. Et la police arrive. Certainement pas. Valérie lui arracha le téléphone et le fracassa contre un mur. Vous avez tout gâché. Tout. J'allais enfin avoir tout ce que je voulais. Vous êtes un monstre. C'est un enfant. C'est un obstacle. Valérie la projeta contre le mur. Nicolas. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Il dort. Je l'ai drogué. Valérie, folle de rage, se rua à l'étage. Marie la suivit. En voyant Nicolas inanimé, Valérie poussa un cri de fureur. Dehors, les sirènes se rapprochaient. Valérie dévala l'escalier, se dirigea vers la bibliothèque. Marie tenta de l'arrêter. Valérie ouvrit le passage. Léo gisait sur le sol, à peine conscient. Valérie. Gémit-il. Tais-toi. Elle le saisit brutalement. Tu ne diras rien, tu m'entends? Lâchez-le. Marie se jeta sur elle. Les deux femmes roulèrent au sol dans une lutte acharnée. La rage décuplait les forces de Marie. Elle frappa Valérie au visage. Valérie riposta, ses doigts se refermant sur la gorge de Marie. L'air manqua.
Le monde tournait. C'est alors qu'une voix retentit. Lâchez-la. Docteur Stéphane était là. Sur le seuil. Flanqué de 2 secouristes. Valérie relâcha son étreinte. Son visage était une vision d'horreur, maculé de sang et de maquillage. Stéphane, je peux t'expliquer. Mais il ne la voyait pas. Son regard était fixé sur la silhouette frêle de son fils. Mon fils. Sa voix n'était qu'un murmure brisé. Il se précipita vers lui, le prit dans ses bras. Papa. Tu es là. Je suis là, mon fils. Pardon. Pardon de ne pas avoir été là. Les secouristes prirent le relais. Le diagnostic était sombre. Il faut l'évacuer d'urgence. Sur la civière, Léo s'accrocha à la main de son père. Ne me quitte plus, papa. L'ambulance partit, toute sirène hurlante, vers l'hôpital Sainte-Marguerite. Stéphane se retourna vers Valérie. Une haine froide avait remplacé la douleur sur son visage. Pourquoi? Valérie s'effondra en sanglots. Je voulais juste que tu me vois. Tu voulais que mon fils meure? Non. Je voulais juste qu'il. Mensonge, intervint Marie. Je l'ai entendu dire qu'elle voulait l'éliminer. La police est en route, dit Stéphane, la voix blanche. Ils t'emmèneront. Et je jure que tu paieras pour chaque minute de son supplice. Il tourna les talons et partit. Marie regarda Valérie, prostrée, et ne ressentit que du soulagement. Léo était sauvé. Au commissariat, Marie raconta son histoire, encore et encore. L'état de Léo était grave, mais il allait s'en sortir. Une vague de soulagement et d'épuisement la submergea. Une policière la ramena à la maison silencieuse. 3 jours plus tard, Stéphane revint. Un sourire éclairait son visage ravagé. Il est réveillé. Léo est réveillé. Les chirurgiens ont sauvé ses jambes. Il demande à te voir. À l'hôpital, la chambre de Léo offrait une vue sur la Durance. Le garçon était faible, mais ses yeux s'illuminèrent en voyant Marie. Tati Marie. Mon petit chéri. Tu es venu me sauver. Je te l'avais promis. Stéphane s'assit près de son fils. Valérie est en prison, Léo. Elle ne te fera plus jamais de mal. Ce qu'elle a dit. Que personne ne voulait de toi. C'est un mensonge. Je t'aime plus que tout. Et je te demande pardon. Père et fils pleurèrent ensemble, lavant des semaines de peur et de culpabilité. 2 semaines après, Léo rentra à la maison. Marie avait préparé son plat favori, un coq au vin. La bibliothèque était condamnée. Stéphane demanda à Marie, « Vous n'êtes plus mon employé. Vous faites partie de la famille. Votre sœur Monique et ses enfants sont les bienvenus ici. » La maison reprit vie. Monique s'installa, et la demeure silencieuse se remplit de rires et d'agitation. La bibliothèque devint une salle de jeu. 6 mois plus tard, Valérie fut condamnée à 22 ans de réclusion. Nicolas écopa lui aussi d'une lourde peine. 1 an après, Léo avait repris le chemin de l'école et s'était fait des amis, Lucas et Chloé. Un après-midi, il confia à Marie, « J'ai rêvé de maman. Elle a dit que tu étais mon ange gardien. » 2 ans plus tard, la vie avait repris son cours. Léo, à 10 ans, était un enfant heureux. Stéphane, un père dévoué. Marie, la marraine de Léo, était le pilier de cette nouvelle famille. Un jour, Léo lui montra une rédaction intitulée « Mon héros ». Il y décrivait comment son héros ne portait pas de cape, mais un tablier, et comment il l'avait sauvé des ténèbres. Marie en pleura d'émotion. Une plaque fut installée à l'entrée de la salle de jeu, la salle de la lumière. Pour les 11 ans de Léo, une grande fête fut organisée dans le jardin, décorée aux couleurs de l'Olympique de Marseille. Après avoir soufflé ses bougies, Léo se confia à Marie. « Mon vœu, c'est que tu ne partes jamais. Sans toi, je ne serai pas là. » Marie le serra contre elle. « Jamais, mon amour. Tu es coincé avec moi. » « Tant mieux, » répondit Léo dans un éclat de rire. « Parce que maintenant, c'est toi la prisonnière. Notre prisonnière d'amour. » Et leur rire s'éleva, libre et cristallin. Après l'obscurité,
La lumière était enfin revenue, pour ne plus jamais les quitter.